revenons, Général, sur ces opérations. On pensait que le gros du travail avait été fait ce week-end par les Américains, mais non, Israël continue son opération avec des frappes multiples. Alors, ce que je vois, moi, c'est plusieurs phases. La première phase, effectivement, c'était le façonnage de l'environnement iranien en termes opérationnels, avec destruction de tout ce qui était le plus sensible. Ça, c'est la première phase qui a eu lieu jusqu'à l'intervention américaine. L'intervention américaine, il y a un moment où les Israéliens ne pouvaient pas aller plus loin, notamment sur les 3 sites nucléaires. Donc, frappe américaine. Mais toujours dans l'idée que les Iraniens vont venir à la négociation. Manifestement, ce qu'on entend depuis, c'est que non, les Iraniens ne reviennent pas à la négociation. Donc, que font les Israéliens ? Ils remettent le couvert. Ils disent, on va continuer. Et maintenant, on n'est plus uniquement sur les sites militaires ou nucléaires, ou en partie, on est aussi surtout, je dirais, l'architecture sécuritaire, notamment affaiblissement des gardiens de la Révolution, affaiblissement de la police qui a quand même réprimé le peuple iranien depuis des années. Donc, tout ce qui permet au pouvoir de tenir, c'est l'affaiblir, détruire ce qui peut être détruit, et donc continuer jusqu'à ce que l'Iran veuille bien accepter de venir négocier. Alors, on a une précision sur la prison de Téhéran dont on vous parlait, qui a été touchée. Là où se trouvent nos deux otages, Cécile Collère et Jacques Paris, ce serait une frappe ciblée sur le mur d'enceinte, notamment, et sur la porte principale de cette prison. Revenons sur ces opérations qui ont toujours lieu en ce moment même. On essaye de vous trouver des images, elles sont rares, vous le savez. En Iran, il y a une censure d'État. D'abord, le site de Fordo. Pourquoi retaper le site de Fordo ce matin alors que les Américains ont, semble-t-il, porté un coup sensible à ce site nucléaire ? Bon, dans un premier temps, l'intervention américaine a été très ciblée sur les 3 sites qui ont été tapés par les forces aériennes américaines. Mais de manière générale, la stratégie israélienne aujourd'hui, elle se situe à 3 niveaux. C'est-à-dire atteindre le programme nucléaire israélien, atteindre la puissance de feu conventionnelle iranienne, et donc la destruction des missiles balistiques iraniens qui sont il y a encore des stocks qui peuvent atteindre Israël, et puis taper aussi les différents cercles de pouvoir iranien qui sont nombreux. Il y a les services de sécurité, il y a des sites gouvernementaux, etc. Donc la stratégie israélienne aujourd'hui, elle ne va pas s'arrêter à cette intervention américaine qu'il y a eu dans la nuit de samedi à dimanche. Elle va se poursuivre dans les prochains jours. Maintenant, la grande question, c'est de savoir quels sont jusqu'où ira Israël et à quel moment Israël estimera avoir atteint ses buts de guerre, puisque Netanyahou a... Quels que soient les buts, parce que faut quand même rappeler, et c'était aussi la position américaine, on y reviendra, que le but principal, c'était détruire l'arsenal nucléaire de l'Iran, non pas faire tomber le pouvoir. Et c'est vrai que cette nuit, Donald Trump, pour la première fois, s'est exprimé en disant « et pourquoi pas changer le régime en place ». On va retrouver Siavosh Ghazi, merci beaucoup, correspondant de RFI et France 24 dans la capitale iranienne. Que voyez-vous ? Que sait-on de ces frappes ? Que dit-on dans les médias officiels, là où vous vous trouvez, Siavosh ? J'ai d'abord entendu de très fortes détonations dans la partie du nord de la capitale où je me trouve. Et quand je suis monté sur le toit, plusieurs colonnes de fumée à quelques kilomètres de là où je me trouve. Le quartier général de la police nationale a été visiblement touché dans le quartier de Vanak, une très grande colonne de fumée dans cette partie de la ville. Ensuite, le portail de la prison d'Evin, de la fameuse prison d'Evin, qui est située un peu plus au nord, sur les hauteurs de la capitale iranienne. Dans cette prison, il y a de nombreux prisonniers, et c'est un immense complexe dans lequel il y a de nombreux bâtiments. Il faut savoir. Donc, il y a énormément de prisonniers dans cette prison, notamment des prisonniers politiques, mais aussi, par exemple, les 2 Français qui sont détenus en Iran depuis plus de 3 ans, Cécile Collère et Jacques Paris, sont également détenus dans cette prison. C'est le portail de cette prison qui a été touché, de même qu'un centre d'électricité qui a fait couper l'électricité dans cette partie de la ville. Un peu plus tard, il y a eu des frappes, apparemment, selon les informations que j'ai pu recueillir,
contre une base des gardiens de la Révolution, la force Sarollar des gardiens de la Révolution, qui est en charge, qui est dans un quartier stratégique, puisqu'il y a plusieurs autoroutes donc qui se croisent à cet endroit-là. Et qui est en charge du maintien de la sécurité de la capitale en cas de crise. Donc un rôle très important. Alors d'autres quartiers dans le sud de Téhéran ont également été touchés, mais on ne sait pas à quel endroit exactement. De même que la ville de Karaj, qui a été touchée par de nombreuses frappes. Cette ville a été touchée à plusieurs reprises depuis le début de l'opération israélienne, et donc elle a été de nouveau touchée aujourd'hui. Siavosh, d'un mot, est-ce que les autorités de Téhéran ont réagi à ces frappes depuis ce matin ? Non, pour l'instant, non. Il n'y a pas encore de réaction. Mais ce qu'on sait, c'est que la capitale iranienne était plutôt épargnée par les frappes israéliennes ces 48 dernières heures. Donc, en particulier le centre de la capitale. Mais donc, il y a de nouveaux frappes maintenant dans cette partie où il y a des institutions du pouvoir très importantes qui sont situées dans cette partie de la capitale iranienne. On nous dit, Siavosh, qu'il y a des coupures de courant importantes là où vous vous trouvez. Alors, des coupures de courant plutôt dans le quartier de la prison d'Evin, qui se trouve à 4 ou 5 kilomètres de là où je suis. Dans mon quartier, l'électricité n'a pas été coupée, mais ça concerne plutôt ce quartier-là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Siavosh. On vous retrouvera bien évidemment tout au long de ce LCI Midi. Je rappelle à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, frappe très très importante sur l'Iran de la part d'Israël et principalement, vous l'avez entendu, sur la capitale qui avait été relativement épargnée depuis ces dernières 48 heures. Magali, ça veut dire quoi ? On a le sentiment, en écoutant Siavosh, que c'est vraiment dans ces frappes. Alors certes, bien évidemment, il y a le site nucléaire de Fordo, mais qu'il s'agit essentiellement du régime qui est frappé depuis ce matin. Des frappes d'une force sans précédent, dit Israël, et c'est vrai qu'on le voit sur ces images, mais avec des cibles qui envoient en fait des messages. Là, ce que vous voyez, c'est le portail de la prison d'Evin. C'est un symbole énorme, évidemment, pour les Iraniens, parce que cette prison est terriblement célèbre pour les tortures et l'enfermement de milliers de prisonniers. Alors, il y a des prisonniers de droit commun, mais il y a aussi tous les détenus politiques, toutes ces femmes qui ont été arrêtées, notamment après la mort de Masha Amini. Vous savez, ce mouvement Femmes, Vie et Liberté. Nombre d'entre elles sont dans cette prison d'Evin. Et il y a en effet aussi Cécile Collère, enseignante française, et son compagnon Jacques Paris, qui sont arrêtés là depuis 2022. On sait que notamment la famille de Cécile Collère ces derniers jours est extrêmement inquiète, n'ayant pas de nouvelles, ayant vu ces frappes aux alentours de la prison. Mais en frappant ainsi cette prison, encore une fois, tristement célèbre, qui veut vraiment dire quelque chose dans l'imaginaire iranien, c'est le message d'Israël en disant « on est là » pour essayer aussi de faire tomber le régime et justement ces prisons, ces centres de police, la répression que l'on a vue en cours ces dernières décennies, c'est à ça aussi que s'attelle le gouvernement israélien. Donc c'est vraiment un message au peuple iranien, s'il a des volontés en effet de se rebeller contre le régime. Ça, c'est une façon d'essayer d'encourager. C'est vraiment un message qu'envoie Israël au peuple iranien. Et ce qui est intéressant, ce que nous disait Siavosh Ghazi, c'est que les principales coupures d'électricité se trouvent également autour du quartier de cette prison. Jean-Antoine Duprat, votre analyse sur ces frappes tactiques, bien évidemment, mais très très spécifiques et visant le pouvoir iranien. Et peut-être, comme le disait le général Chovancy, un pouvoir iranien qui n'a cesse depuis hier de dire on ne bougera pas, ce régime chiite, parlant même ou allant jusqu'à parler de martyrs. On sera là jusqu'au bout. On est face à deux déterminations. La détermination des Israéliens à aller au-delà maintenant de simplement neutraliser le programme nucléaire, traduit d'ailleurs un peu par Trump qui dit maintenant lui aussi c'est le pouvoir iranien qui est dans le cœur de cible. Et puis d'un autre côté,
la détermination du pouvoir iranien à ne pas se laisser, à ne pas capituler. Je ne parle même pas de négocier, c'est ne pas capituler. Donc là, ça veut dire qu'on risque de ne pas voir la tension redescendre tout de suite, ni une négociation franche et loyale s'organiser. Donc, après, en ce qui concerne les frappes, les Israéliens, il y a une limite qu'ils ne peuvent pas atteindre, c'est faire trop de victimes civiles. Il faut que la population soit épargnée. Donc, il y a effectivement le message politique très fort qui consiste à dire, regardez, on est là pour vous aider, on est là pour vous libérer, symbole la prison. Après, derrière... Et bien entendu, les gardiens de la Révolution, on a le siège des Passes d'Aran, les sièges de la police. Les forces de police d'État, bien entendu, tout l'appareil répressif qui est là. Bon, après, en termes d'efficacité, on peut s'interroger quand même, parce que bon, c'est vrai que les frappes, c'est important, mais c'est jamais ça qui a réglé le problème de la répression. S'il n'y a pas derrière un mouvement sur le terrain... Structuré, populaire, organisé. Donc s'il est populaire, il ne peut pas être spontané. En plus, les Iraniens, ils sont bouleversés dans des tas de sens. Ils sont plutôt en mode survie actuellement, ou du moins en mode protection. Et quand on est en protection ou en survie, on n'est pas trop à même à descendre dans la rue, surtout qu'en plus, en face, il y a des gens qui ont des armes et qui les utilisent. Ils sont déterminés. Qui mènent de la répression. Tous les Iraniens ne sont pas contre le régime en place. Et puis vous avez 20% de la population iranienne qui quand même soutient le régime. Donc c'est quand même compliqué. Et là, c'est vrai qu'on sent surtout qu'il n'y a pas une baisse de pression, en tout cas, entre les motivations des deux. Je voudrais qu'on écoute le porte-parole de l'armée israélienne qui vient de s'exprimer sur ces frappes lancées depuis ce matin. La menace n'a toujours pas été éliminée et nous continuons à approfondir nos attaques et éloigner cette menace existentielle de nous. Nous la repoussons chaque jour et nous avons encore énormément de cibles à toucher. Le message est clair, général. On continue et on continue. Quand on commence une guerre, on la continue tant qu'on n'a pas obtenu de résultat. Et le résultat, c'est d'abord, effectivement, la destruction de l'ensemble des infrastructures à caractère militaire dans le nucléaire, mais c'est aussi affaiblir suffisamment le régime des Mollahs pour, alors pas forcément changer le régime, mais au moins pour le contraindre à accepter, je le répéterai encore une fois, mais ça énerve, la défaite. Parce qu'en fait, c'est ce que recherche Israël, c'est la défaite des Mollahs. Or, les Mollahs, dans leur tempérament, c'est pas vraiment le discours qu'ils tiennent d'habitude. Ils sont quand même plutôt, je dirais, extrémistes. Ils sont prêts au martyre, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Et puis, il y a aussi peut-être la survie du régime. Accepter une capitulation, ça veut dire aussi que le régime pourrait sauter si, effectivement, il y avait une opposition intérieure. Or, quoi qu'on puisse en dire aujourd'hui, l'opposition intérieure n'existe pas. Et moi, je dirais que la seule opposition qui pourrait survenir, c'est celle de l'armée régulière, pas celle des Passes d'Aran. Parce que l'armée régulière a largement été mise à l'écart de toutes les structures de pouvoir, a été sous-équipée, a été d'ailleurs assez maltraitée par l'armée idéologique, et que finalement la seule chance qu'il pourrait y avoir pour l'Iran aujourd'hui, c'est un avis très personnel, je n'ai pas de source particulière, c'est que l'armée régulière se dise on va changer le régime, d'abord parce que cette armée régulière a beaucoup de conscrits. Et donc c'est plutôt une forme d'émanation du peuple. Et à la limite, quand une armée, dans ce contexte-là, voit la situation, on pourrait supposer qu'elle puisse prendre parti à un moment donné. Avec la difficulté, c'est que ces fameux Passes d'Aran seraient, je dis bien seraient, en contrôle de entre 60, 70, 80% de l'économie aujourd'hui du pays. C'est très très compliqué. Et le chiffre, c'est 60. Enfin, le chiffre que l'on a, oui, c'est aux alentours de 60% de l'économie. Le régime se bat parce que les dernières informations que l'on a, ce sont que les Bassidji, justement la milice de répression, est déployée en masse dans les rues de Téhéran. Il y a vraiment un renforcement du contrôle. Il y a eu ce matin l'annonce de la pendaison d'un agent présumé du Mossad. Donc il y a une volonté d'envoyer aussi des messages du côté du régime que le régime tient et que justement les Iraniens n'ont aucun intérêt à sortir et que tout collaborateur d'Israël le paiera d'une exécution. Il y a des messages aussi très forts et ça on voit bien ces arrestations qui se multiplient et ces annonces de pendaison pour tous ceux qui seraient tentés de collaborer avec le Mossad. Donc on a vraiment deux volontés politiques qui s'affrontent aujourd'hui. Israël qui manifestement, en effet,
cherche à envoyer ce message au peuple iranien pour un changement de régime, et ce régime en face qui dit nous avons encore les moyens de la répression. Et qui n'aura de survie qu'en gardant l'Iran, le peuple sous son joug. Alors, l'image peut-être la plus spectaculaire dont on dispose aujourd'hui, et à l'heure où l'on parle, c'est cette porte, ce mur d'enceinte de la prison. On va revoir l'image qui explose en vol, tir ciblé d'un missile, regardez, iranien. Ça aussi, c'est un symbole, Alexandre Négrus. Je reviens aussi parce que nous avons, et vous l'avez dit, Magali, 2 Français, 2 otages, Cécile Collère, Jacques Paris. C'était d'ailleurs une des inquiétudes. On va écouter le porte-parole du Quai d'Orsay. Même Emmanuel Macron, le président de la République, je crois que c'était hier encore, sorti du Conseil de défense, relevait cette inquiétude pour nos ressortissants. La situation actuelle rend leur situation encore plus inquiétante. Comme vous savez, on a beaucoup de difficultés à rencontrer en contact avec eux. Les questions de protection consulaire sont extrêmement difficiles. Les autorités iraniennes sont assez fermées. Ils sont détenus dans des conditions qui sont extrêmement difficiles et qui s'apparentent même à de la torture si on regarde les conventions internationales sur le sujet. Et c'est extrêmement inquiétant. Donc il y a eu des appels du président de la République et du ministre à la libération de Cécile Collère et de Jacques Paris, qui sont emprisonnés, enfin retenus en otage par la République islamique d'Iran depuis plus de 3 ans, alors qu'ils sont globalement innocents et que l'ensemble des charges qui pèsent contre eux sont totalement injustifiées. Donc bien évidemment, il y a une réelle inquiétude à leur sujet. Et vous le soulignez, Magali, notre ministre des Affaires étrangères en a reparlé ce matin au cours d'un point presse. Alors ça aussi, c'est symbolique, bien évidemment. Taper une prison. Alors, le complexe est très très grand. Hein. C'est peut-être la prison, si je dis pas de bêtises, la plus importante et la plus grande d'Iran, qui est sous le joug du régime. C'est une prison où l'on pratique la torture quotidiennement. Acte symbolique de frapper ce mur d'enceinte. C'est évident que, bon, déjà, c'est un succès tactique supplémentaire d'Israël. C'est un acte symbolique et c'est aussi une position pour Israël de se présenter comme le libérateur d'un Occident étouffé. C'est-à-dire qu'Israël se présente aujourd'hui comme, alors ce qu'elle est, la puissance hégémonique sur le plan militaire au Moyen-Orient. Alors derrière, avec quelle stratégie là-dessus, on a encore quand même beaucoup de mal à décrypter les choses de manière très précise. Et avec ce type d'acte, effectivement, Israël envoie plusieurs messages localement à la population iranienne. Mais là encore, quelle population? On en parlait tout à l'heure. Il y a un quadrillage de la population en Iran. Est-ce qu'on parle des Azéris, des Kurdes, etc. Mais avec ce type d'opération très ciblée, ces frappes chirurgicales, Israël entend envoyer plusieurs messages. Je crois qu'au sein même des opinions publiques européennes, on a vu déjà plusieurs puissances se rallier et soutenir Israël. Et là, on voit aussi une certaine désunion stratégique entre Européens, puisque la position française doit encore être largement clarifiée, indépendamment des déclarations du ministère des Affaires étrangères, alors que les Britanniques, les Allemands sont déjà exprimés notamment très très clairement. Général, ça dit quoi de la supériorité israélienne quand même? Parce que on a l'impression que le ciel leur appartient. Alors, ils refrappent un site nucléaire, je vous le rappelle, Fordo, qui a été déjà sévèrement touché par les Américains, et on a l'impression que au-dessus de Téhéran, ils arrivent à frapper à peu près toutes les cibles qu'ils veulent, avec des précisions quasi millimétrées. Il n'y a qu'à voir la porte de la prison qui vole en éclats. Alors il y a déjà un signe très important qu'on ne dit pas assez. Combien d'avions israéliens ont été abattus par les Iraniens depuis le début des frappes? 0, a priori. A priori. Ce qui veut dire que la maîtrise du ciel est totale. Cela veut dire que d'un côté, il n'y a pas d'avion en face, mais ça on le savait depuis longtemps, vu l'état des avions, et que d'autre part, les défenses solaires ont été terriblement amoindries. Et puis enfin, quand même, toutes les contre-mesures dites même électroniques des avions israéliens et la qualité des pilotes permettent de faire la différence et de frapper là où on veut, quand on veut, dès qu'on le souhaite. Après, c'est le renseignement qui va être important. C'est-à-dire, pour taper à un tel endroit, il faut qu'il y ait des agents. On a oublié que le Mossad existait encore en Iran jusqu'à présent, et qu'a priori... C'est peut-être même l'une des grandes victoire d'Israël dans cette guerre. Donc on a bien un ciblage à partir du sol en grande partie. Il n'y a pas uniquement les informations satellites, il n'y a pas uniquement les écoutes. Il y a des hommes sur le terrain qui désignent les cibles au fur et à mesure. Et petit à petit, toute
je dirais, l'infrastructure, au sens large, de l'Iran, tout ce qui permet aux mollahs d'exercer leur pouvoir à la fois théocratique, je dirais, et terroriste pratiquement, va être affaibli. Et je pense que c'est ça l'objectif. Et quand on entend en plus Donald Trump effectivement évoquer le changement de régime, ce que je répète, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est peu vraisemblable à la date d'aujourd'hui, mais c'est affaiblir tous les piliers du pouvoir. Et donc les frappes aériennes vont y contribuer. Quand on vise les casernes d'Ekpas d'Aran, quand on cible le ministère de l'Intérieur, les casernes de police, on désorganise, on tue éventuellement, on détruit tout ce qui permet à l'appareil sécuritaire de s'exercer contre le peuple. Et je dirais qu'à la limite, à terme, c'est ça sans doute l'objectif maintenant de la troisième phase, c'est arriver à faire croire et espérer la victoire au peuple dans le renversement du régime. C'est-à-dire qu'à un moment donné, qu'ils prennent son affaire en main, sachant que ça va être très difficile. Sur ce changement de régime, on écoutera dans un instant Donald Trump, mais il y a quelque chose de psychologique quelque part. Est-ce que ce régime affaibli, est-ce que ce régime qui doute, est-ce que ce régime qui se sait noyauté, notamment par les services de renseignement israéliens, est-ce que c'est pas ça aussi que cherchent et les Américains et surtout Israël, ce doute, c'est-à-dire que c'est comme une gangrène pour le régime aujourd'hui? Il y a une paranoïa qui évidemment monte en puissance depuis qu'on sait l'ampleur en effet de l'infiltration du Mossad et l'ampleur en effet du renseignement que manifestement ont les Israéliens pour frapper avec extrêmement de précision en effet les chefs du régime, les scientifiques iraniens qui se retrouvent en effet éliminés chez eux en pleine nuit avec des frappes extrêmement précises. Donc oui, il y a une paranoïa du régime. En fait, ce que cherche à faire Israël et Donald Trump, c'est vraiment de ne plus laisser d'autres choix à ce régime qu'en effet la capitulation totale. C'est ce que dit Donald Trump depuis déjà plusieurs jours. Et en allant bombarder les installations nucléaires, parce que ces installations nucléaires sont quand même l'assurance vie de ce régime, c'est vraiment l'idée de dire on y est allé une fois et maintenant le régime n'aura plus d'autre choix que d'accepter cette capitulation. On voit aujourd'hui avec ces frappes d'une ampleur sans précédent sur Téhéran que Israël est bien décidé à enfoncer le clou et maintenant de s'attaquer directement aux symboles et au commandement direct de ce régime pour ne plus laisser d'autres choix et pas d'autres marge de manœuvre, parce que évidemment maintenant ce que tout le monde redoute, c'est une riposte éventuelle. Est-ce que ce régime affaibli va se lancer dans une espèce de fuite en avant en se disant bon, on n'a plus rien à perdre? Est-ce que ça va être le choix, ou alors le choix des mollahs peut être aussi d'attendre un peu, d'essayer de faire rebaisser un petit peu la pression en se disant qu'ils peuvent tenir quand même et peut-être revenir à une forme de pourparlers. C'est là où les prochaines heures vont être complètement déterminantes pour comprendre quel est le choix que fait l'ayatollah Khamenei. Alors, on parlera, Magali, de cette riposte dans ce LCI midi et notamment des possibilités de riposte sur le sol américain. Il y a des doutes, il y a des peurs actuellement aux États-Unis et il y a déjà eu des opérations ciblées qui ont été démantelées. Revenons. Plus les minutes avancent dans cette émission, plus on a le sentiment que c'est bien le régime qui est visé. Déclaration à l'instant, on va la voir, du ministre de la Défense israélien, Israël Katz. Regardez, c'est clair. Conformément aux directives du Premier ministre Benjamin Netanyahou et moi-même, l'armée israélienne attaque désormais avec une force sans précédent des cibles du régime, des organes de répression du gouvernement au cœur de Téhéran. Voici la suite. Jean-Antoine Duprat. Bon, ben là, tout est clair. Là, tout est clair. De toute façon, on avait senti qu'on s'acheminait vers ce type d'événement. Parce que dès le départ, on a eu des signaux convergents, comme quoi il y avait des préparatifs pour essayer de déstabiliser, de faire tomber le régime. Moi, je me rappelle ce qu'avait dit cet expert israélien, le colonel Jérusalemi. Oui. Voilà. Ah, il avait dit tout est prêt. Il avait même mêlé d'ailleurs les services de renseignement américains. Il avait même parlé de la CIA. Alors. Bon, est-ce que c'est très sophistiqué comme organisation? On ne sait pas trop, mais ce qui est probable, c'est que vu le niveau d'infiltration, le degré d'infiltration apparemment qu'il y a en Israël, parce qu'on a quand même quelques preuves, avec le succès des frappes, comme disait le général, c'est bien qu'il y a des gens sur le terrain qui rendent compte non seulement de ce qu'il faut frapper, mais aussi de ce qui est arrivé derrière, parce qu'il faut le retour sur expérience. Voilà, pour le retour sur expérience. Donc, on est dans une situation, effectivement, il y a une infiltration très importante, il y a probablement des retournements qui
qui ont eu lieu. On parle d'agents dormants aux États-Unis, mais il y en a pas mal en Iran. Et puis après, on voit dans les guerres insurrectionnelles, si on prend la Chine, si on prend la Russie, quand vous avez des mouvements populaires encadrés, qui se mettent en marche, quelquefois vous avez l'armée qui se retourne et qui va du côté des révoltés. On l'a vu notamment en Chine. Donc, pas dans les mêmes conditions, bien entendu. Donc, on peut arriver à ça. Et ce que vous disait le général tout à l'heure est tout à fait vrai. Si un appui pouvait venir de l'intérieur pour appuyer une révolte populaire, probablement ça pourrait être du côté de l'armée. Et puis dans l'Allemagne nazie aussi, on avait à une époque la Wehrmacht, qui supportait mal la police politique, les SS, etc., et qui avait voulu faire des attentats contre Hitler. Donc ça, c'est quand même une voie qui est tout à fait à exploiter, et ce qui explique aussi la paranoïa qu'il y a à l'intérieur du régime, puisque non seulement il y a les espions israéliens, non seulement il y a les gens qui sont retournés, et puis après, il y a les camps des passes d'Aran avec en face les militaires qui doivent commencer à se regarder en champ de faïence. Donc tout ça fait que, effectivement, ça déstabilise. On peut arriver à un basculement, c'est possible, mais encore une fois, il faut un élément sur le terrain qui fasse la différence. Alors, on va revoir, pendant que nous parlons, cette déclaration du ministre de la Défense israélien, parce que, Alexandre Negout, j'ai l'impression que c'est la première fois depuis le début de cette guerre qu'Israël affiche clairement ses intentions. Parce que jusqu'à présent, on était là pour éradiquer le nucléaire. C'était une cause, c'était même une question de survie pour Israël. Idem du côté des Américains. Et puis vous avez cette déclaration cette nuit de Donald Trump, et là cette déclaration. Bon, là, il n'y a plus de doute. Absolument. En fait, Israël est dans la continuation de son opération de manière plus générale, comme je le rappelais tout à l'heure, en ayant tapé les capacités nucléaires, balistiques, et maintenant en attaquant le régime en son cœur. Et ce qu'Israël fait aussi depuis un certain moment. C'est-à-dire que là, ça s'accélère, ça se précise de manière encore plus importante. Israël a compris qu'il fallait d'abord atteindre la sophistication des institutions iraniennes, parce que on ne parle pas d'un État... la sophistication ou la complexité? Les deux, parce que là aussi... d'ailleurs, parce que les institutions iraniennes sont fortement bloquées. C'est un régime très, très dur. Et donc, pour le déconstruire, Israël cherche à le taper au plus dur et en son sein. Et ensuite, l'autre question, c'est de savoir... quid de la population ou des populations en Iran? Parce que là encore, comme je le rappelais tout à l'heure, entre les Perses, les Kurdes, les Azéris... D'autres ont essayé et ils n'y sont pas parvenus. C'est-à-dire que derrière, il faut qu'il y ait une relève. Et en l'absence de relève organisée, taper simplement le régime n'a pas d'intérêt stratégique. En soi, c'est un intérêt tactique, mais pas stratégique. C'est une vision trop occidentale. C'est peut-être la question que l'on va se poser. Donald Trump, cette nuit, clairement, vise le régime iranien. Écoutons-le. Il n'est pas politiquement correct d'utiliser le terme changement de régime. Mais si le régime iranien actuel est incapable de rendre l'Iran grand à nouveau, pourquoi n'y aurait-il pas un changement de régime ? Général, alors voilà qui est clair, très très clair, et on le disait, que ce n'est pas une vision trop occidentale de se dire si on frappe la garnison des Passes d'Aran, les gardiens de la Révolution au plus près du pouvoir, la police, les prisons, tout ce qui nous déstabiliserait, nous, dans une démocratie, est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça peut fonctionner en Iran ? Alors moi, j'aurais plutôt une remarque, suite un peu des conflits extérieurs, qui ont d'ailleurs souvent été évoqués, que ce soit l'Irak, que ce soit l'Afghanistan. Il est certain que ce n'est pas une force étrangère ou des éléments soutenus par une force étrangère qui changent un régime. On le voit bien. Là, ce qu'on voit aussi, c'est la crainte d'un certain nombre d'analystes de voir finalement, au moins aux États-Unis, de voir les États-Unis s'engager vers de plus en plus de guerres dans ce contexte-là, parce que s'il n'y a pas une réponse politique, entre guillemets, des mollahs, ça veut dire, on fait quoi ? On continue à taper ou à un moment donné on va s'arrêter. Ça veut dire qu'on aura un peu perdu parce qu'en fait on n'aura pas obtenu le résultat final recherché. Donc là ça pose un vrai problème. Voilà. Et puis moi je reprends quand même tous ces conflits que je viens d'évoquer. On a bien vu que essayer de changer un régime de l'extérieur aboutit finalement à une défaite pour les Occidentaux en particulier. Alors moi j'ai une autre théorie et qui va utiliser un terme que d'autres utilisent dans un autre contexte. Moi qu'on mette le chaos en Iran, ça me va très bien. Parce que nous, on a peur du chaos. À la limite, pensez très occidental d'avoir peur du chaos. Mais à la limite, mettre le chaos en Iran pour que les Iraniens, y compris par une guerre civile, il faut aller très loin dans la réflexion, remettent en cause leur structure,
leur manière de gouverner, leur fonctionnement. Finalement, est-ce que ce ne serait pas une bonne visée stratégique, désorganiser suffisamment le pays pour qu'il s'effondre de lui-même, que effectivement il y a ce chaos avec tout ce que ça implique comme guerre civile, mais que nous, on est de l'extérieur, on n'est pas impliqué. Comme retombée également pour nos pays, parce que le chaos général s'arrête rarement à nos frontières. Magali. Ça, c'est l'argument qu'on dit toujours. À la limite, on est quand même maintenant suffisamment expérimenté pour prendre quelques mesures pour éviter que le chaos vienne chez nous. En tous les cas, le débat politique aux États-Unis, il est vraiment sur cette question-là. C'est le chaos et après la guerre civile, des troupes sur le terrain, c'est vraiment l'épouvantail absolu, notamment pour l'électorat trumpiste qui est traumatisé par l'Irak, évidemment, de 2003. Même le vice-président, J.D. Vance, il ne n'est pas du tout sur la même longueur d'onde, même il n'est pas du tout sur cette ligne du changement de régime, parce qu'il a vu ce que c'était que l'engagement, il est rentré du front extrêmement désabusé en disant plus jamais ça. Donc il y a aussi, dans l'entourage de Donald Trump, des gens qui sont extrêmement hostiles à cette idée-là. Ce qui est très étonnant, moi je trouve, dans le poste de Donald Trump, on va redonner sa grandeur à l'Iran. C'est-à-dire qu'en fait, il est très critiqué, notamment par une partie de sa base, sur justement le choix d'être allé frapper l'Iran en estimant qu'il y avait un risque d'escalade. Et en fait, ce qu'il dit là, c'est que c'est lui qui décide comment rendre l'Amérique plus grande. Et quand on le critique, je pense à notamment Steve Bannon, l'un de ses conseillers, la semaine dernière, qui le critique là-dessus, il dit non, c'est moi qui décide comment on rend sa grandeur à l'Amérique. Et si ça passe, finalement c'est ça le message, par rendre sa grandeur à l'Iran, c'est dans la continuité de ce que j'ai vendu au peuple américain. Donc alors, ça demande quand même beaucoup de contorsion. C'est pas évident. Mais on voit à quel point il est en train d'essayer finalement de justifier face à sa base qui peut être extrêmement critique, le fait qu'en fait il sert les intérêts de la grandeur américaine en étant allé frapper l'Iran samedi soir.